Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui, pour aujourd'hui, sera marqué par ces sujets. D'abord, un premier plateau dans lequel nous allons nous intéresser à deux questions. La première, c'est bien l'appel lancé par le ministère de l'administration territoriale à l'endroit des partis politiques pour leur contribution. Les réponses, on les connaît. On va le décrypter dans un premier plateau. Et dans un deuxième plateau, toujours dans la partie politique, nous allons nous intéresser au référendum qui s'est tenu aujourd'hui, dimanche même, au Mali, avec notamment les Maliens vivant au Burkina qui ont pu voter. On reviendra sur les enjeux de ce référendum-là et le contenu, on dira comme ça, de ce changement voulu par le Mali en matière de constitution. Et puis, nous allons aussi, dans ce JDS, nous intéresser à ce qui s'est passé à Bobo-Dioulasso, notamment avec le heurt entre militaires et civils, une descente musclée après l'agression de militaires, de forces de défense et de sécurité, un mort, et ce dernier a été inhumé aujourd'hui, des images que nous allons vous partager. Et enfin, sport, CAN 2023, le Burkina Faso a eu à croiser les crampons aujourd'hui même avec le Cap-Vert qui a fort surpris en se qualifiant et en ayant raison du Burkina Faso, le score final 3-1. On va décrypter cela avec Claude Romba qui sera notre invité et on va aussi parler karaté, donc restez fidèles au déroulé de ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en introduction, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a invité les composantes des partis politiques et formations politiques à faire parvenir leurs réflexions et avis sur les textes proposés en vue de la relecture du code électoral et du régime juridique des partis et formations politiques. Malheureusement, en l'état actuel des choses, notre composante est confrontée à l'impossibilité d'organiser les concertations appropriées en raison de la suspension des activités des partis politiques. Aussi, voudrions-nous attirer votre bienveillance sur cette difficulté tout en vous suggérant de vous impliquer fortement en tant que ministre de tutelle des partis politiques pour la levée de cette mesure. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'ex-APMP, Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Et on a eu aussi la réponse de la composante autre parti politique qui a décliné l'invitation. Elle dit, et elle commence aussi par le même mot, malheureusement, la suspension des activités des partis politiques que vous maintenez en vigueur ne nous permet pas de pouvoir mener à bien et en profondeur des réflexions requises pour enrichir vos documents de travail. Aussi considérons-nous que votre démarche constitue une belle opportunité pour lever définitivement ces restrictions qui frappent les partis politiques alors que la Constitution, elle, a été rétablie. Pour aborder cette actualité avec moi sur ce plateau, Wilfried Zondi, juriste. Il est aussi membre de la commission constitutionnelle qui a été mise en place sous Rocaboré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Plaisir partagé. Nous sommes aussi avec Abdoul Ouedraogo. Voilà. Ouedraogo, et je rappelle que vous êtes de la coalition centriste pour la paix des partis et formations politiques. Il y a même un communiqué que je tiens, que vous avez sorti il y a maintenant quelques heures pour décrier une certaine situation, celle de la non-prise en compte de certains partis dans les appels qui sont lancés. On va en parler tout à l'heure. Moi, je vais revenir déjà vers Zundi. Quand on regarde la réaction des partis politiques, ils sont alignés, on va dire comme ça. Mais ça n'est que logique. Ça n'est que logique. Vous comprenez ? Très logique. Très logique parce que ça c'est paradoxal parce qu'on ne peut pas vous mettre du sparata sur la bouche et vous demander de fredonner une chanson. Donc c'est une attitude très logique, très cohérente, voilà, qui, de mon point de vue, voilà, est conforme également à notre loi fondamentale, la Constitution, qui reconnaît aux partis politiques voilà, l'exercice des activités normales, l'animation de la vie politique. Donc il va de soi naturellement que lorsqu'on les demande de participer à des questions majeures, démocratiques, politiques, électorales, telles que le code électoral, les régimes juridiques des partis politiques, et on suspend également les activités à contrario, cela les empêche naturellement d'être à l'aise pour pouvoir apporter leurs contributions. Et il va de soi également que les positions soient ce qui a été donné de savoir, à savoir l'impossibilité de pouvoir consulter les bases et de pouvoir remonter l'information et de pouvoir également donner la contribution fructueuse des partis politiques. Mais là, est-ce que le ministère de l'administration territoriale ne se fait pas lui-même prendre au piège ici ? Ah oui,
naturellement, c'est une balle que le ministère se tire dans le pied. Parce que le même ministère qui avait rappelé les partis à l'ordre pour les rappeler l'interdiction de pouvoir mener les activités politiques, même si la Constitution avait été rétablie, il faut le dire, qui est la loi fondamentale, qui est le fondement juridique le plus haut du point de vue de la hiérarchie des normes. Et c'est le même ministère encore qui revient, sans avoir pris le temps au préalable de lever la situation des activités politiques, les demander d'apporter leurs contributions. Or, vous savez que les partis politiques sont très structurés. Il y a la base et il y a le sommet. Le sommet, c'est le bureau politique national, le comité exécutif national. Et lorsque les décisions doivent se prendre au sommet sans consulter la base, naturellement, il y a un hiatus. Donc c'est normal que lorsque les partis politiques veulent donner leurs contributions, qu'on consulte la base, qu'on remonte le point de vue de la base au niveau du sommet pour que le sommet maintenant puisse également apporter ses réflexions, sa contribution, afin de pouvoir enrichir le débat qui est en cours actuellement du point de vue des réformes politiques et institutionnelles. Monsieur Alidou Ouédraogo, vous, je pense qu'il y a ce débat-là sur lequel on va revenir un peu dans le fond tout à l'heure, mais vous, il y a un préalable que vous posez. Vous êtes, quand je prends le cas de la CCP, voilà, Coalition centriste pour la paix des partis et formations politiques, je pense que c'est né en 2022, donc on va dire c'est sous le MPSR 1 que le parti est né. Vous dites, il y a un genre de non-inclusion, on ne vous prend pas en compte, parce qu'en son sein, il y a quand même pas moins de 6 partis, politiques. C'est ça. À chaque fois, on demande aux partis de venir parce qu'on veut discuter avec eux. Vous avez l'impression d'être écarté, même sur cette question-là? Oui, merci pour cette invitation. Alors, vous voyez que la démarche de mise en relation du ministère en charge de l'administration territoriale est la suivante. Le ministère a identifié 4 composantes. L'ex-APMP, l'ex-CEFOP, ex-ONA et puis APP. Mais ces 4 composantes-là ne regroupent pas l'ensemble des partis et formations politiques et coalitions de Burkina. Donc, pour les invitations à certains ateliers, à certaines concertations, les autres partis qui ne sont pas affiliés à ces ex-composantes sont mis en marche. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de fond. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont l'information qu'à travers les médias, quand ils apprennent qu'il y a eu telle concertation entre le gouvernement et les partis. Donc ils se disent, mais ça ne va pas. Les gens ne sont pas associés. Donc ça, c'est une coalition de 7 partis. Il y a d'autres coalitions et d'autres partis qui sont en marge de tout ça. Donc c'est ce qui a amené effectivement l'interpellation du gouvernement de voir effectivement que prendre en compte uniquement les 4 composantes, ça ne représente pas effectivement l'ensemble des partis politiques au Burkina Faso. Vous avez fait savoir cela à votre ministère de tutelle? Oui, la lettre a été introduite. Et il y a eu une réponse ou pas? Pour le moment, non, pour le moment, je n'ai pas d'informations, sauf si le coordinateur a été touché, mais pour le moment, il n'y a pas eu de retour. Mais il y a déjà l'actualité, c'est l'appel du pays qui a été lancé par le ministère. Vous, c'est vrai, vous ne l'avez pas reçu, comme les autres. Oui, mais nous avons eu l'information, comme les hommes politiques, on se parle. Bon, donc de façon, on va dire officieuse. Officieuse. Vous avez eu les documents, puisqu'on a écouté, on a lu aussi la position de Ablacé à travers la PP, en tout cas. Et ils disent qu'ils ont reçu les documents. C'est très intéressant. Ils ne peuvent pas apporter des réponses. Absolument. Parce que aujourd'hui, ils ont des difficultés à pouvoir se réunir. Vous aussi, vous vivez les mêmes choses. Nous, on vit. En fait, c'est la même chose. Puisque vous voyez, quand on demande aux partis politiques de se prononcer sur un document, alors, vous savez, les partis politiques, c'est des cadres qui réfléchissent. Ils doivent se rencontrer. Et c'est des travailleurs. Donc, imaginez que de façon informelle, vous organisez une réunion. Des cadres doivent demander des autorisations dans leurs services. Mais les partis politiques sont suspendus. Vous n'avez pas un argument pour dire à votre supérieur hiérarchique, je demande une autorisation pour aller participer à une concertation. Donc, ça veut dire que c'est tout le mécanisme qui est mis à mal. Donc, par conséquent,
les partis politiques ne peuvent même pas se réunir. Ceux qui vont peut-être jouer le jeu pour se réunir, mais ça, ce qui va sortir de cela, je pense que ce ne sera pas le fruit d'une réflexion consensuelle, comme mon collègue l'a dit. Je pense que Juriste Zoundi. Mais voilà, c'est Zoundi. Mais je pense que c'est... Le point principal, est-ce qu'on a vraiment, je veux dire, est-ce que dans la démarche, on a l'impression que ceux qui gèrent le pouvoir ont vraiment besoin de l'avis ou, je veux dire, de la contribution des partis politiques lorsqu'on regarde la façon dont c'est fait? Puisque le parti politique ne peut pas s'asseoir entre quatre murs, je ne sais pas moi, avec ceux qui composent son bureau, pour donner faire des propositions pour un élément aussi fort. Sur le code électoral, par exemple, il faut aller vers sa base. Est-ce que là, on a vraiment besoin de leur avis quand on regarde? C'est fondamental. Pourquoi? D'abord, il y a un fondement juridique sous-régional, à savoir le protocole de la CEDEAO de 2001, qui invite l'ensemble des États qui décident d'engager des réformes politiques majeures, de le faire avec une large participation de tous les acteurs politiques et de façon consensuelle. Large participation. De ce fait, pour que l'ensemble des réformes engagées, institutionnelles, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur les points saillants. Les points saillants, si. Ces réformes-là, qui concernent la vie des activités politiques, qui concernent la conquête et l'exercice du pouvoir d'État, ne peut pas se faire de façon unilatérale sans impliquer les acteurs eux-mêmes. C'est comme une personne qui veut décider du destin d'une autre personne en lieu et place de cette même personne. Ce n'est pas possible. Il faut les impliquer. Et dans la démarche, naturellement, les partis politiques ont reçu les correspondances. Est-ce dans un souci de respecter un formalisme supranational ou est-ce véritablement une volonté politique réelle d'impliquer les acteurs politiques? Bien sûr qu'il y a des questionnements qui se posent de façon objective et de façon normale. C'est pourquoi, en l'occurrence, nous pensons que si on veut véritablement que les partis politiques participent à ces grandes réformes majeures pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut lever les restrictions sur les libertés pour les permettre de pouvoir engager les réflexions, impliquer la base et contribuer de façon positive à ces grandes réformes qui vont de l'intérêt supérieur de la nation et de l'avenir du Burkina Faso. Et il y a aussi certains qui émettent quelques réflexions. Ils disent, bon, on a entendu le Premier ministre parler de nouvelle constitution. On sait que c'est la norme supra, c'est vers elle-même tous les textes qu'on prend après, on essaie de voir la conformité avec, parce que c'est elle qui coiffe tout. Et on est en train de parler de relecture du code électoral, du régime juridique, notamment des partis et formations politiques. Pour certains, on met un peu la charrue avant les bœufs. Est-ce que c'est un argument qui tient? Oui, l'argument tient sur un aspect. Pourquoi? Parce que, vous savez, comme on le dit, du point de vue de la hiérarchie de normes, la Constitution est la loi fondamentale. Et toutes les lois doivent être conformes à cette même Constitution. Donc, si on veut procéder à un nouveau contrat social, à un renouveau politique à travers une nouvelle Constitution, il faut d'abord asseoir les bases de ce processus. Et ce processus, c'est quoi? C'est d'abord la mise en place du pouvoir constituant originaire, à savoir la commission constitutionnelle qui doit réfléchir sur la question. Mais d'abord, depuis le début de la forme, il y a un problème. Parce que la commission constitutionnelle qui a été mise en place sous le président Kaboré en 2016, il y a une disposition de ce décret qui précise que les pouvoirs de cette constitution prennent fin, de cette commission constitutionnelle prennent fin avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Donc, dans la forme, cette commission constitutionnelle est toujours en vigueur. Or, à ma connaissance, il n'y a aucun décret présidentiel qui a abrogé le décret qui a mis en place la commission constitutionnelle précédente. Donc, d'abord, dans la forme, il y a un problème. Et deuxièmement, aucun processus n'a été engagé pour la mise en place d'une commission constitutionnelle. Or, élaborer une constitution est un élément très fondamental qui doit impliquer non seulement l'ensemble des Burkinabés sur le territoire national, des citoyens lambda aux plus grands citoyens, entre guillemets, et même les Burkinabés de l'extérieur. Et par expérience, notre commission constitutionnelle, on a pris environ 13 à 14 mois pour sortir un projet de constitution. Et si on imagine que nous sommes à 11 mois de la fin de la transition par principe, à quel moment cette commission constitutionnelle sera mise en place? Et on est en train de faire des réformes majeures. Dites réformes que lorsqu'elles doivent être promulguées, doivent être d'abord soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel qui va apprécier leur conformité vis-à-vis de la Constitution avant leur promulgation. Donc, c'est fort probable qu'il y a des réformes qui peuvent être retoquées. Donc, c'est là également une nouvelle inquiétude qui se pose. Donc, c'est pourquoi votre inquiétude est pertinente.
D'accord. Je vais venir vers vous, Alidou Ouedraogo. Au moins, vous convenez qu'en l'État, il y a quand même aussi un travail qui doit être fait sur ce code électoral. Et même les partis politiques que vous êtes, les partis de formation, dans la façon de vous l'organiser, vous êtes d'accord au moins pour ça? Absolument, on est d'accord avec ça. Mais quelle est votre idée là-dessus? Même si, pour l'instant, vous êtes un peu, on va dire, un peu à la rue sur le bas-côté. Bon, en fait, il y a des aspects même dans le code électoral pour lesquels même les hommes politiques sont d'accord. Hein. Quand vous regardez même le suffrage, par exemple les élections locales, et puis les élections des membres du Parlement. Vous savez, si vous vous rappelez, il y a eu une mésentente entre la majorité et le CFOP sur même le suffrage direct ou indirect. C'est-à-dire désormais, il faut responsabiliser les acteurs. Et là, vous allez voir, mais pour aboutir à ça, nécessairement, il faut relire le code électoral. En plus de ça, vous voyez, nous sommes dans une situation d'insécurité. Donc, pour des questions de validité des élections dans certaines localités, il faille effectivement introduire dans le code électoral des dispositifs pour éviter effectivement des crises. Et ça, c'est important. Et puis même la question de la corruption électorale, il y a des dispositions à prendre. Souvent sur ces petits chapitres-là, on se dit, bon, la corruption, on sait que normalement, si vous vous amusez, vous êtes sous le coup de la loi. Mais on a vu des gens distribuer de l'argent. Mais bon, c'est passé. Est-ce que le problème, c'est pas l'homme? Le problème, c'est l'homme. Mais ce sont les institutions aussi de la République. Non, ça peut être écrit, je veux dire, mais on ne les respecte pas. Par exemple, quand vous parlez de corruption électorale, on a vu des gens distribuer des sommes, ça avait été pris, ça avait été filmé. C'est pas le problème que ça. Il y a les institutions de la République. Effectivement, quand on vous prend, on doit vous sanctionner. En fait, c'est ça. Mais les gens ont été pris. Il n'y a pas eu de sanction. En fait, c'est ça qui frustre. D'accord. Voilà. Wilfried Zoundi, vous êtes de la commission, vous avez été de la commission constitutionnelle qui a été mise en place sous le Kaboré. C'est des aspects sur lesquels vous travaillez. Quel était le diagnostic que vous faisiez? Sur quoi il fallait vraiment chambouler les choses? Oh, il y a eu beaucoup de réformes majeures. D'abord, du point de vue de la démocratie, il fallait véritablement équilibrer le pouvoir du président de Faso pour éviter les régimes hyper-présidentialistes que nous assistons avec la constitution de 2 juin 1991. Le président de Faso qui a lu sur le concentre entre ses mains beaucoup de pouvoir. Voilà, président de Faso, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, ce que nous avons retoqué en 2015 avec la modification à minima de la Constitution. Deuxièmement, depuis le point de la redevabilité également, nous avons également fait une réforme, à savoir que tout citoyen également pouvait saisir le Conseil supérieur de la magistrature également en cas d'indélicatesse de la part d'un magistrat par exemple. Nous avons supprimé la Haute Cour de justice. Nous avons également aboli la peine de mort qui avait été abolie même en 2015. Et puis il y a beaucoup de réformes majeures. Des réformes majeures qui sont allées vers un régime plus ou moins équilibré parlementaire, renforcement des droits des citoyens et la redevabilité. Ce sont en fait des éléments majeurs. Oui. Mais quand on regarde tout cela, il y a aussi, c'est vrai que le fond de la chose, mais il y a ceux qui posent un autre problème. C'est même pas le contenu, c'est le contenant. C'est pour certains, même quand on prend l'histoire du Burkina, on parle de constitution par exemple ici, on a eu deux sous Maurice Yaméogo, mais quand vous voyez celles qui viennent après, c'est une révision, c'est-à-dire on a une nouvelle constitution pour qu'un président soit installé. Après, il renouvelle, offre une nouvelle constitution. Quand on prend la 3e et la 4e, si ma mémoire est bonne, c'est maintenant pour pouvoir se faire réélire. Après, c'est Blaise qui vient. La 5e, c'est pour faire le nombre de mandats qu'on connaît aujourd'hui. C'était des militaires presque, ceux qui nous ont fait ça. Est-ce que on est avec les meilleurs, on est dans le meilleur contexte pour vous? De mon point de vue, techniquement, voilà, un pouvoir issu d'un coup d'État n'est pas le pouvoir le plus indiqué pour élaborer une constitution vraiment neutre et participative. Parce que naturellement, il y a un rapport de force en faveur des terrains de pouvoir. Parce qu'ils sont arrivés au pouvoir au forceps, avec les armes. De ce point de vue, il y a de fortes probabilités que leur point de vue s'impose. On a vu ce qui se passe au Mali, par exemple. On a vu ce qui se passe au Mali avec la constitution, voilà, qui a été l'objet d'un référendum aujourd'hui, par exemple. Donc c'est ça aussi l'inquiétude.
D'accord. Oui. Je vais revenir avec la même question vers vous, M. Alidou Ouedraogo. Pour vous, c'est le contexte qui est une opportunité, ou bien c'est avec tous les freins qu'il faut et toute la prudence? Bon, en fait, c'est ça même la problématique même de cette transition. Je pense que quand on regarde très rapidement dans la charte qui effectivement encadre la transition, je pense que c'est un consensus au minimum pour effectivement aller rapidement et retrouver l'ordre constitutionnel normal pour continuer la marche normale du pays. Parce que vous savez, faire des réformes avec une arme à côté, et vous conviendrez avec moi que c'est pas la meilleure situation. Ça, c'est pas une question d'être au Burkina ou bien ailleurs. Ça ne marche pas. Et vous voyez que c'est des risques. C'est des risques qu'on prend. Et aussi, quand on prend des risques, et les conséquences peuvent être fatales. Oui, mais vous le dites. Et comme on veut l'inclusion, la participation, on voudrait que tous les acteurs puissent contribuer. Et je pense que le moment vraiment n'est pas approprié. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les forces vives, il y en a qui ne parlent même plus. Parce qu'à cause de la situation, ils ne parlent même plus. Peut-être que vous invitez même certains sur des plateaux même qui refusent. Parce qu'ils ne se sentent pas dans un contexte approprié pour effectivement donner les meilleures idées. D'accord. Or, vous savez, la Constitution, en tout cas, M. Zoundi peut témoigner, c'est des discussions sur des discussions pour aboutir effectivement à des consensus. Et ça, il faut que les acteurs soient dans un état d'esprit normal, apaisé, sans arrière-pensée. Voilà, sans arrière-pensée, j'ai dit. Parce que le problème, c'est quoi? Il ne suffit pas d'aller défendre une idée et vous êtes sûr que peut-être vous n'allez pas arriver à la maison. Et l'être humain étant un agent économique rationnel, mais il va faire le choix. Au lieu de défendre une idée et puis mettre à mal ma famille, il préfère soutenir le faux, ou bien soutenir même une idée dont il n'est pas convaincu. Et au final, on va aboutir à un document qui ne va pas faire l'unanimité. Et vous savez, la gestion d'un État, les crises généralement sortent de ce genre de situation. Justement, parce que là on parle maintenant on est toujours dans la question constitution. Quand on regarde, on a eu comme l'impression que Soro Kaboré, on a beaucoup hésité. On l'a peut-être même réservé pour le deuxième mandat. C'est un peu ce que ça donnait comme impression. C'était de la prudence pour donner quelque chose de bien peaufiné et de plus consensuel, ou bien c'était les petits calculs aussi qu'on connaît, hein. Vous savez, après, quand on change la constitution lors d'un deuxième mandat, on sait ce que ça permet. Oui, c'est ce que ça permet. Je ne pense pas que ça pouvait arriver parce que dans la disposition transitoire, c'était bien encadré. Voilà. Le président en exercice ne pouvait pas se prévaloir du principe de compter à zéro avec la nouvelle constitution. On avait encadré ça dans la disposition transitoire. Deuxièmement, était-ce une hésitation? Non, c'était plutôt un choix prioritaire, parce qu'il y avait la question sécuritaire qui était en cours, également la possibilité également d'organiser un référendum sur l'ensemble du territoire national qui se posait, également la question budgétaire, parce qu'il fallait renforcer bien sûr le budget de l'armée pour faire face au terrorisme. Je pense à tous ces éléments qui sont en ligne de compte, sans être dans le secret de Dieu, qui a fait que cette constitution n'a pas pu être adoptée. Parce qu'on avait voulu essayer par la voie parlementaire, ce qui n'était pas possible. Selon notre constitution, on ne peut pas adopter une constitution par la voie parlementaire. Il faut un référendum, naturellement. Pour l'instant, en tout cas, l'appel du ministère de l'administration territoriale, c'est pour la relecture du code électoral, et puis, on va dire, les tests qui encadrent nos partis politiques et regroupements. Mais pour l'instant, quand on regarde, est-ce que ça risque pas, en définitive, de se faire sans eux? Et est-ce que même c'est possible? Se faire sans eux, ça sera gravissime. C'est fort probable que le pouvoir qui arrive, également, en fonction de ses rapports de force, modifie ces tests. C'est pourquoi il faut une large participation et inclusion. Parce qu'il y a des réformes majeures, hein. Voilà, par exemple, la caution présidentielle qui passe de 25 millions à 50 millions, l'élection du maire par suffrage universel direct, voilà, l'élection du président du conseil régional par suffrage direct, le quitus fiscal pour l'ensemble des dirigeants d'un parti politique et les candidats, la région maintenant comme circonscription électorale,
sont des réformes quand même majeures. Donc il faut véritablement un large consensus de tous les acteurs politiques. C'est pourquoi il faut véritablement les impliquer en levant les mesures qui les empêchent de mener à bon escient les activités politiques. Mais maintenant, quand on regarde aussi, est-ce qu'au fond, je vais venir vers Ouedraoui qui est l'acteur politique sur la table, est-ce qu'au fond, vous ne sentez pas aussi une crainte, quoi qu'on dit, des acteurs de la transition vis-à-vis du politique et puis de vos, comment dire cela, votre obsession, on connaît, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, pour certains, il faut sécuriser d'abord. Celui-là, si vous les laissez jouer, faisons attention. Bon, en fait ici, on essaie de comprendre. Parce que vous voyez, quand vous avez l'appareil d'État, vous êtes dans le champ politique. Donc le MPSR2 est dans le champ politique. C'est des hommes politiques. Même s'ils ne sont pas passés par les procédures, non, c'est des hommes politiques. Donc la même crainte qui est quand même prononcée vis-à-vis des hommes politiques, et c'est réciproque. Les hommes politiques se disent, mais vous êtes des hommes politiques, vous gérez une transition, et les mesures les actes que vous posez, ça peut être, en tout cas c'est souvent considéré comme des actes qui peuvent effectivement amener effectivement à conserver le pouvoir. Voilà. Donc quand on regarde, c'est ça. Quand on voit même les propos du Premier ministre, quand on analyse, mais on se dit, mais attention, est-ce que ce ne sont pas des velléités de conservation du pouvoir? Parce que comme la Constitution, si on démarre tout de suite la rédaction d'une nouvelle Constitution, avec tu vois, les autres textes, le code électoral, on ne veut pas. C'est des questions. Mais en fait, c'est peut-être ce qu'ils oublient. Jusqu'à un certain temps, en tout cas, toutes les grandes décisions politiques se sont faites par consensus. Et ça n'a pas commencé par le régime de Roch Kaboré, ni la transition de 2015, ni le régime du président Compaoré. Les décisions sont prises par consensus. Donc s'ils vont sans les politiques, mais ça ne va pas aboutir puisqu'on ne sait pas, ils ne pourront pas. Parce que la matière politique est complexe. Elle est très complexe. Donc effectivement, il y a cette méfiance-là, de part et d'autre. Mais en fait, les hommes politiques sont simples. Si vous les associez, depuis là, vous voyez, les suspensions des activités politiques, les hommes politiques ont respecté. Ils jouent le jeu. Quand on les invite à des ateliers, ou bien pour présenter la situation sécuritaire, ou bien pour effectivement échanger sur... Ils répondent. Parce que c'est des invitations ponctuelles. Quand votre tutelle vous appelle, vous répondez. Et ils arrivent, quand c'est des ateliers, ils se prononcent. Là, c'est des représentants qui parlent. Bon, maintenant, quand c'est peut-être des réflexions sur des documents qui vont engager la vie de la nation, et là, effectivement, l'homme politique, il n'y a même pas de calcul à faire. Parce que ce n'est pas le président du parti qui va engager une décision au nom de... Souvent, il y a certains présidents aujourd'hui qui n'ont même plus la légalité. Parce qu'ils n'ont pas pu tenir leurs instances. Donc ils se retrouvent dans une situation où effectivement il risque même de se faire éjecter à un moment donné si effectivement au niveau des militants certains effectivement saisissent l'opportunité c'est d'ailleurs même une question que j'avais posée à notre juriste. On a comme l'impression que le ministère, lui, il a décidé comme ça de demander aux partis politiques de bien comprendre que la situation soit celle qui, on va dire, milite pour que on fasse balader pour un certain nombre d'activités, d'actions. Mais pour les partis politiques, ils sont bien organisés par des textes. Même quand on lève, est-ce qu'on ne risque pas de créer des problèmes maintenant en interne? C'est fort probable parce qu'avec ce qu'on apprend, on aurait appris que des bases de partis politiques ont été consultées sans que l'organe directif soit consulté. Ça peut créer un problème également de frustration, d'incompréhension au sein des partis politiques. C'est pourquoi, naturellement, il faut passer par le sommet qui va maintenant informer la base, que la base va s'organiser, donner son point de vue, qui va remonter au sommet. Le sommet va s'organiser
pour porter cela à la connaissance de MATDS. Donc, on a eu vent de quelques frustrations au sein des partis politiques. Tout cela c'est dû au fait qu'il y a une suspension de leur activité. Donc, ils ne fonctionnent pas de façon normale pour les permettre également de pouvoir réunir l'ensemble des structures et s'organiser pour pouvoir contribuer activement. En résumé, on dirait que c'est un MATDS qui est bien piégé. Très bien piégé. D'accord. Et les politiques qui attendent. Et surtout avec vous, la coalition centriste pour la paix des partis et formations politiques, même si ça c'est géré et que c'est réglé, dans tous les cas, si consultation il y a, si avis il y a à donner, ça sera encore avec la PMP, SIFOP, ONA, APP. Vous comptez faire quoi? Donner à l'une de ces composantes là ce que vous avez comme proposition, mais comment vous faites? Non, on ne pourra pas agir si on n'est pas saisi. Habituellement, le ministère de tutelle s'adresse à tous les partis individuellement quand il s'agit effectivement de consulter les partis sur une position nationale. Il faut convoquer l'ensemble des partis. Voilà. Ou bien, vous la convoquez quand ils viennent. Il faut même dire, bon, on a besoin que vous mettez en groupe, 10 groupes, 5 groupes. Là, chacun rentre dans un groupe. Et puis la réflexion peut se mener. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'ex-APMP, mais aujourd'hui, au départ, sur près d'une centaine de partis, mais aujourd'hui, ceux qui y sont ne dépassent même pas 50. Au niveau de l'ex-CFOP, puis il y en a qui sont sortis. L'ex-CFOP n'a même plus de siège. Bon, ben, on dit ex-CFOP, on ne peut pas sortir de ce qui est ex. Voilà, donc ce ex-là, il n'y a même pas de contenu en fait. D'accord. Ok. Il n'y a pas un statut juridique. En fait, c'est un peu de l'informel. D'accord, on comprend, j'ai dit que c'était le premier sujet. Le deuxième, on va l'introduire et l'aborder très brièvement pour clore cette partie politique. C'est vrai qu'on a fini avec cet appel du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité à l'endroit des partis politiques. On a parlé un peu de constitution. Aujourd'hui, c'était les Maliens qui étaient appelés à aller se prononcer si oui ou non le texte qui leur était proposé, ils y étaient favorables. Ils étaient nombreux à faire le déplacement au Mali. Le problème, c'est un peu dans le nord du pays où on connaît les ex-rebelles signataires de l'accord d'Alger qui ne s'y retrouvent pas. En tout cas, ils appelaient au boycott dans tous les cas. Mais nous, on va rester à Ouagadougou où les Maliens ont fait le déplacement et puis voir un peu quel était le pouls de la situation lors de cette journée-là. Et c'est un élément qui est signé Abdoul Khayr. Il est 8h ici à l'ambassade de la République du Mali au Burkina Faso. Ce 18 juin, jour des votes dans le cadre du référendum constitutionnel, 3 bureaux de vote sont ouverts. Quelques Maliens sont déjà présents pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Quelque temps après, l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso fait son entrée. Après avoir plongé l'enveloppe dans l'urne, Youssouf Oumar Maïga invite tous les Maliens vivant au Burkina Faso à prendre part à ce référendum. En tant que citoyen malien, je me suis acquitté d'un devoir, celui de participer à ce processus référendaire visant à adopter le Mali d'une nouvelle constitution. La dite constitution, si elle est adoptée dans les normes, devait permettre à notre pays de s'engager sur la voie de sa refondation et de sa reconstruction. Donc je suis pleinement satisfait et je profite de votre micro pour appeler les Maliens du Burkina Faso à venir massivement pour s'acquitter de leur devoir de citoyens maliens. Pour chaque électeur qui se présente, après vérification de l'identité, une explication du principe de vote est donnée par les membres du bureau de vote afin d'éviter autant que faire se peut les bulletins nuls. Les candidats qui ont pu voter en cette matinée se réjouissent d'avoir donné leur voix pour la souveraineté du Mali. Le Mali traverse un moment difficile, comme tu l'as dit. Mais nous sommes en train de le prendre en charge nous-mêmes. La destinée de notre pays en charge. Donc ce référendum n'est qu'un début du commencement. Vers l'espoir, vers la liberté, vers la souveraineté. Voilà pourquoi il faut venir voter. Le vote là, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour le Malien, c'est pour le Mali, c'est notre dignité. Donc les souverainetés du Mali qu'on est en train de faire. Donc tout le monde n'a qu'à sortir voter.
Même si la mobilisation est faible en cette matinée, la présidente du bureau de vote numéro 3 reste convaincue que les électeurs viendront. Oui, ça se passe bien. C'est un peu, comme c'est le matin. Je me dis que d'ici le soir, voilà, il y aura beaucoup de monde. Bon, ici, le bureau numéro 3, j'ai 117 inscrits sur la liste. Notons que les Maliens vivant au Burkina Faso votent à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Waïguya. Pour la ville de Ouagadougou, 2658 électeurs sont sur la liste dans 10 bureaux de vote. Les Maliens donc qui prenaient part à ce référendum, je suis toujours avec mes invités, des réactions par rapport à ce qu'on regarde, le Mali qui est un peu plus avancé, c'est de dire oui ou non si le texte leur convient, mais derrière il y a beaucoup d'enjeux parce que beaucoup disent il y a un genre de boulevard qui est en train de se préparer pour en tout cas les militaires au pouvoir, il y a un peu du sur-mesure parce qu'on dit que les coups d'État ne seront pas vus du même œil, en tout cas ceux qui ont déjà été faits, un genre d'impunité. Vous, quel regard vous avez de façon générale sur ces textes qui sont proposés? J'ai deux regards. D'abord, un regard positif pour dire que organiser déjà le référendum, c'est montrer que normalement en février 2024, il n'y a plus d'excuses pour ne pas organiser les élections présidentielles. Ça, c'est mon regard positif. Maintenant, mon regard négatif, c'est le fait que c'est une constitution régressive. On assiste à un renforcement des pouvoirs du chef de l'État, qui désormais détermine les orientations de la politique nationale de l'État. Or, avant, c'était le gouvernement qui déterminait dans la Constitution de 1992. Deuxièmement, il y a le caractère laïque de l'État qui a été affirmé. Or, on sait bien qu'au Mali, il y a une grande majorité de musulmans. Je me demande si c'est pas pour cette raison, même si ce n'est pas officiel, que l'imam Diko appelle le non au référendum. Troisièmement, l'armée a été constitutionnalisée. On précise même que l'armée aura droit à tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire face à la sécurité, ce qui n'est pas de la Constitution de 1992. Et la crise diplomatique avec la France a été réaffirmée. Le français n'est plus la langue officielle. C'est une langue de travail, conformément à la Constitution. Et les langues maintenant, qu'on appelle souvent les langues utilisées de façon... les langues vernaculaires maintenant sont devenues des langues officielles. Ce qu'on peut également ajouter, ce qui est très fondamental, l'article 188 dit que tous les auteurs de coups d'État seront couverts par une loi d'amnistie, ne peuvent pas faire l'objet de poursuites. Et là, c'est un blanc signe vis-à-vis de tous les auteurs de putsch. Or, dans la Constitution de 92, le putsch, depuis les indépendances de la Constitution malienne, un coup d'État est un crime imprescriptible. C'est important de le rappeler. On vient, on rétorque pour dire que ce n'est plus un problème et il ne peut pas être poursuivi. Donc, c'est pourquoi on est fondé à dire que c'est une constitution taillée sur mesure. Donc, le caractère objectif également pose problème. Et il y a aussi, c'est vrai qu'on se dit le taux de participation peut être, on va dire, regardé et donner peut-être quelques lectures sur peut-être l'adhésion que les gens ont, notamment au régime en place aujourd'hui. Mais il y a d'autres petites difficultés. Tout à l'heure, vous parlez du problème de la laïcité qui était quand même un genre de pied d'achoppement. On a vu que le monde religieux qui est très fort, lui, s'est fortement opposé, en tout cas à ce point-là. Et quand on regarde aussi, il y a, et je le rappelais, ceux du Nord, Kidal, qui est, on va dire, la grande capitale comme ça, où, en tout cas, pour les ex-rebelles, on sent qu'il n'y a pas forcément une adhésion très forte. Ils avaient dit qu'ils allaient, en tout cas, mettre tout en œuvre pour barrer tout vote. Est-ce que, et ça je vais venir donc vers Alidou Ouedraogo, est-ce que ça c'est pas des inquiétudes? Parce qu'une constitution ça doit être le plus large possible. Là on a une bonne partie qui, du fait de l'insécurité, ne pourra pas forcément y participer. Il y a ceux avec qui l'État a eu en 2015 des accords qui se disent ne pas être concernés. Et puis il y a les Maliens même à l'intérieur aussi, parmi ceux qui peuvent voter, qui disent qu'il y a des points qui ne nous intéressent pas. Ça c'est vrai. En fait, c'est vraiment une inquiétude très sérieuse à prendre en compte. Parce que, vous voyez, la Constitution, au-delà du papier qu'on aura, mais les hommes doivent pouvoir vivre ensemble en cohésion et pendant longtemps. Donc, dans la rédaction,
et dans l'adoption de la Constitution, s'il y a de l'exclusion, si certains Maliens ne sont pas pris en compte, ou bien certaines aspirations profondes ne sont pas prises en compte, on pourrait avoir effectivement une constitution qui a été votée avec une majorité de oui. Parce que ce n'est pas la première fois dans un pays, dans le monde, il y a eu des pays où ils ont fait des référendums où le oui est passé, et puis quelques temps après, ça n'a pas marché. Donc quand on regarde la configuration, nous-mêmes nous avons beaucoup d'inquiétudes. Nous avons même échangé avec certains camarades de président du Mali. Bon, en tout cas, on leur souhaite vraiment, on espère que le peuple malien va pouvoir effectivement faire le choix qui va diriger effectivement leur futur. D'accord. Voilà. Je dis sur la même question quand on regarde. Est-ce qu'il n'y a pas encore des critères? Normalement, on dit que quand une constitution a été adoptée, c'est le peuple souverain qui s'exprime, qui donne son OK. Le peuple souverain sur l'ensemble du territoire national, d'où le caractère universel. C'est pourquoi on parle de suffrage universel. Mais donc que Kidal, si ça ne sera pas concerné, naturellement, le caractère universel de cette constitution qui sera adoptée fera couler beaucoup d'encre et de salive. C'est pourquoi, donc déjà, on parle d'un contrat social qui n'implique pas l'ensemble des citoyens burkinabés, et on parle de souveraineté et d'intégrité des territoires, naturellement, il y a une contradiction qui se pose. D'où également la faiblesse de cette constitution qui est en cours d'être adoptée. En tous les cas, on va suivre cette actualité-là. On devait recevoir aussi un certain votant ici à Ouaga qui devrait être sur ce plateau-là, mais ils sont toujours à travailler sur la compilation donc, des résultats. Mais on donnera donc les chiffres qu'on pourra aussi interpréter si besoin est avec eux. En tout cas, merci. Merci d'être passé. Wilfried Zoudi qui était avec nous, il est juriste, membre de la commission constitutionnelle mise en place par le président Kaboré. En tout cas, merci pour l'éclairage que vous avez partagé. Merci aussi à vous, Alidou Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes de la coalition centriste pour la paix des partis et formations politiques. Merci d'être passé. On va refermer la première rubrique de ce JDS, la partie politique. On en ouvre une autre, c'est celle économie. Et pour cette partie économie, on va s'intéresser à l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, AFP-PME. Il faut rappeler que la semaine dernière, l'agence était à Waiguia pour distribuer des kits à ceux qui ont eu à suivre des formations, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat. On fait mieux connaissance avec ce geste-là avant de revenir sur l'agence en échange plateau ici. Ils sont au total 85 jeunes et femmes incubés de la région du Nord à recevoir leur fonds de roulement et leur kit d'installation dans le cadre du projet Colibri, collaborer et innover pour la résilience des entreprises et des solutions inclusives. Des kits composés entre autres de plaques solaires, de machines à coudre, de motopompes, de kits de chauffage, de moulins électriques, de foyers à gaz, d'éleveuses, de congélateurs, de brouettes, de charrettes, d'arrosoirs, d'abreuvoirs et de batteuses. Ce matin, nous avons reçu un fonds de 250 000 francs pour commencer les petits projets. Puisque moi, mon projet vise à ouvrir une boutique de quincaillerie, voilà, pour vendre des matériels en énergie solaire, en électricité bâtiment, les plaques solaires, et puis avoir beaucoup d'innovation au sein de Waiguia, par exemple les hybrides, les inverseurs et puis les onduleurs en tout cas. Je fais l'agroalimentaire. Ce que nous avons reçu ce matin, en tout cas, nous sommes très émus du don, de tous les dons que PNUD et AFP-PME, en tout cas, nous ont offert. Nous, incubés, nous disons merci à tous nos encadreurs, à tous ceux qui nous soutiennent, et nous disons merci. Ils ont été formés dans les domaines tels que l'agroalimentaire, la maraîchiculture, la couture et l'élevage grâce à l'Agence du financement et de promotion des petites et moyennes entreprises en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Selon le directeur général de l'Agence du financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, Issa Traoré, le projet Colibri s'inscrit dans la continuité du projet Femmes et Jeunes Entrepreneurs et Citoyenneté, Profegec, projet financé par l'ambassade du Grand-Duché du Luxembourg. Après avoir, n'est-ce pas, incubé les jeunes, il faut leur permettre d'avoir en fait le capital amorçage
parce que c'est très important. On a beau avoir une bonne idée, on l'a bien travaillé en incubation, etc. Si vous n'avez pas le premier capital, n'est-ce pas, pour rendre concret votre rêve, ça demeure toujours, n'est-ce pas, une lettre morte. Donc ce projet permet en réalité de leur donner le capital minimum pour pouvoir déjà expérimenter le terrain, pour apprendre davantage du terrain et, n'est-ce pas, concrétiser leurs rêves. Tout en saluant les efforts de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises et du PNUD, la représentante du gouverneur, Azarata Dramé, invite les incubés bénéficiaires à un bon usage du matériel et du fonds du roulement reçu. Aujourd'hui, c'est du matériel qu'ils reçoivent, du matériel qui pourra leur permettre de pérenniser les acquis qu'ils ont eus lors de leur formation du renforcement des capacités. Et le message que j'ai pour eux, c'est de les inviter à prendre soin du matériel qu'ils ont reçu. En prenant soin de ce matériel-là, ça va leur permettre de s'affirmer, d'être autonomes et générer en tout cas des activités pour employer donc d'autres jeunes et femmes. Au total, 125 jeunes et femmes, dont 85 de la région du Nord, 20 de la région de l'Est et 20 de la boucle de Mouhoun ont bénéficié du projet Colibri. Cette cérémonie marque donc la remise officielle des kits d'installation et des fonds de roulement. Le montant des subventions par incubé est de 800 000 francs CFA, dont 500 000 en équipement et 250 000 pour le fonds de roulement, soit un investissement de plus de 82 millions de francs CFA pour les 125 incubés. Nous promettions de faire mieux connaissance avec l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. On a d'ailleurs la directrice de l'appui conseil et du renforcement des capacités des entreprises de l'AFPME qui est sur ce plateau avec nous, Reine Valmédé. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci aussi à David Anna qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Va, bonsoir aux téléspectateurs de Truc TV. D'accord. Madame, on a vu tout à l'heure les actions menées par, on va dire, l'AFPME. C'est quelques actions seulement. Parlez-nous un peu du contexte de création de cette agence-là. Ok. Merci bien pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de l'agence et de ses activités. Voilà. Et dans les années 90, il a été constaté, excusez-moi, un déficit d'offres de services à l'endroit des PME. Et les services financiers qui existaient au niveau des banques étaient orientés vers les grandes entreprises et les PME se trouvaient, en tout cas, semblaient être abandonnés. Donc l'État, avec la collaboration de l'Union européenne, a mis en place un projet dénommé PAPME, voilà, et en 1994, donc qui avait pour but, voilà, d'accompagner techniquement et financièrement les petites et moyennes entreprises. Alors, le PAPME a fonctionné pendant une dizaine d'années et après, l'État a voulu mettre en place un EPE, un bras opérationnel, voilà, pour accompagner techniquement les petites et moyennes entreprises. C'est ainsi qu'il a capitalisé les acquis du PAPME et créé l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. D'accord. Et justement, les missions, c'est quoi? Parce qu'on arrivait tout à l'heure, il y avait des kits qui étaient distribués, on se dit que peut-être qu'il y a la formation derrière. C'est quoi les missions de l'AFPME? Effectivement, l'AFPME a pour mission de contribuer au développement du secteur privé et par le soutien à une dynamique entrepreneuriale et à une émergence des petites et moyennes entreprises viables et compétitives. Donc, dans ce sens, elle offre différents produits, voilà, des produits financiers et non financiers. Et elle offre des crédits directs aux projets de PME, voilà, en synergie avec les banques et les institutions de financement en place. Et elle offre également des produits non financiers sous forme de formation et promotion, incubation et en tout cas tout ce qui rentre dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises en vue de mieux réussir leurs projets. D'accord. David? Est-ce qu'il y a un secteur particulier ou une typologie d'entreprise sur lequel l'accent est particulièrement mis?
Oui, mais il faut dire que les produits de l'agence sont ouverts à tous les secteurs d'activité. Voilà, notamment les activités du secteur primaire, agro-pastoral et l'agriculture. Voilà, et les activités du secteur secondaire qui s'occupent des activités de transformation et de l'artisanat, et le secteur tertiaire qui s'occupe des services. Voilà, mais l'agence intervient dans les secteurs. En même temps, l'État peut définir des secteurs prioritaires et l'agence est tenue de mettre l'accent sur ces secteurs prioritaires. Donc, en ce moment, comme nous sommes une structure, et notre tutelle technique, c'est le ministère en charge des petites et moyennes entreprises, donc qui s'occupe de l'industrie, ce ministère met l'accent sur la transformation des matières premières locales. Donc l'agence effectivement met l'accent sur le financement des projets et dans ce domaine de la transformation des matières premières locales. Tout à l'heure, on a vu, je ne sais pas si c'est financier ou non financier, mais c'est les deux en même temps. Mais comment est-ce qu'on est éligible? Est-ce qu'il y a des critères à la base? Est-ce qu'il y a des soumissionnements à faire? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, effectivement, pour bénéficier des services de l'agence, il faut avoir un projet. Voilà, un projet porteur, un projet rentable. Voilà, et il faut avoir un projet à investir un projet d'investissement à mener au Burkina Faso. Voilà, et il faut être disponible pour mener ce projet. Voilà, il faut être aussi motivé. Burkinabé, pas burkinabé, il faut être burkinabé, il faut, qu'est-ce qu'il faut? C'est un projet, on peut dire un projet burkinabé. Si on a un projet d'investissement au Burkina Faso, l'agence peut vous accompagner. Même si ce n'est pas porté par des burkinabés? Non. D'accord. Oui, c'est possible. Justement aussi, l'un des problèmes au niveau du financement de l'entrepreneuriat, c'est la question de la garantie. À votre niveau, comment on règle ce problème-là? Comment on s'y prend avec les garanties? Oui, c'est vrai que quand on parle de financement, les gens voient toujours la garantie, voilà, qui semble poser problème. Et il faut dire qu'à l'agence, ce n'est pas le premier critère en fait. Donc c'est la rentabilité du projet et la personnalité du porteur de projet qui est jugée. Donc si ces deux conditions sont remplies, on regarde maintenant qu'est-ce qu'il faut pour accompagner le projet. Comme vous savez, c'est des crédits qu'on octroie et il faut assurer le retour de cet argent qu'on prête pour que d'autres personnes puissent bénéficier. Mais dès les premiers instants, c'est la qualité du projet, la qualité du promoteur. Et ensuite, on demande qu'est-ce qu'on peut offrir pour accompagner et assurer le retour de l'argent. Voilà. Donc, ce qu'on peut... On essaie de faciliter quand même les garanties à ces niveaux. Et dans certaines structures, on vous demandera de couvrir le montant du crédit avant de bénéficier du crédit. Mais par contre, à l'agence, lorsque les conditions de financement sont réunies, la qualité du projet, du promoteur est réunie, on peut faire fi de ce critère. Voilà. Même si ça ne couvre pas, on peut vous accompagner. On peut y aller. D'accord. Voilà. Allez-y. D'accord, parce que l'une des réalités aussi, c'est la durée de vie de nos entreprises. Est-ce qu'il arrive par moment que des entreprises que vous accompagnez, vous financez, puissent mourir, puissent ne pas avoir le succès, échouer? Et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, malheureusement, il y a ces cas d'échec, voilà, de projets. Et malgré les services post-financement qu'on met en place, parce que pour permettre aux différents promoteurs de réussir les projets, on a développé quand même un certain nombre de produits. Notamment, il y a l'appui conseil, il y a le suivi d'exploitation, il y a le renforcement des capacités dans la gestion du projet. Voilà que nous faisons. Tout ça, c'est pour en fait permettre de réussir les projets. Mais malgré tout ça, il peut arriver à un moment donné où il y a des cas d'échec. Maintenant, lorsqu'il y a des cas d'échec, on essaie de voir, puisqu'il y a un accompagnement derrière, si nous avons pu constater sur le terrain qu'est-ce qui justifie en fait ces cas d'échec, on essaie de mettre en place et permettre en fait des restructurations, voilà, pour permettre de relever et même d'injecter encore d'autres fonds pour permettre à cette entreprise de repartir. Mais dans le cas contraire où on n'a pas
de raison ou de visibilité objective, voilà. Et là, bon, et ça peut être des problèmes juridiques, voilà, qui peuvent nous conduire un peu au contentieux, malheureusement. D'accord. Quand on vous comprend aujourd'hui, c'est quoi votre panier? Vous avez combien de projets que vous accompagnez? Et puis, c'est sûr que les jeunes qui nous regardent se disent, bon, mais ça, moi, je ne savais pas, donc la FPME, elle peut m'aider. Mais c'est quoi les types d'accompagnement qui sont proposés? Parce qu'il y en a qui vont dire, bon, moi, j'ai besoin de 50 millions. Est-ce que ça rentre encore dans vos cordes? Comment est-ce que vous accompagnez? Et puis, aujourd'hui, combien de PME vous accompagnez? Parce que c'est l'État qui est derrière. Oui. Effectivement, nous avons des conditions souples. Et on peut aller à 100 millions de financement, voilà, pour un projet, et pour le projet d'investissement, voilà, et même de fonds de roulement, parce qu'avant on était limité à 60, mais on a revu 60 millions. Voilà, oui, on était limité à 60 millions, donc on a revu, voilà, aller à 100 millions, étant donné que nous voulons mettre l'accent sur les projets de transformation qui nécessitent vraiment et quelquefois beaucoup d'investissements. Donc on est allé jusqu'à 100 millions et avec des taux vraiment moins chers, voilà. Et c'est des taux qui vont maximum 8%. Voilà, le taux est en fonction du secteur d'activité. Donc le secteur primaire est à 8% et les secteurs secondaires et tertiaires sont à 6%. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, il y a un mot que vous avez employé. Vous savez, ceux qui investissent là, ils écoutent ça beaucoup. Garantie. Oui. Là-bas là aussi, on parle de garantie. Est-ce que c'est pas très restrictif? Vous dites que c'est moins pesant, mais c'est moins pesant dans quel ordre? Parce qu'avec les banques, on sait que c'est cash, c'est pas du jeu. Oui. Bon, les gens sont déjà frileux quand on parle de crédit ou bien dès qu'on parle de garantie, les gens sont frileux. Mais je pense qu'il faut voir derrière pourquoi est-ce qu'on demande la garantie en fait. C'est pour ça que je disais, à certains endroits, peut-être on regarde votre capacité financière, la facilité à mobiliser la garantie pour vous donner, pour dire voilà, la garantie couvre à 120%, 150%, et puis on dit bon, on peut financer. Mais nous, on ne regarde pas ça d'abord. Ce n'est pas le premier, critère. Voilà, le premier critère qu'on regarde. Voilà. Mais par exemple, pour quelqu'un qui prend 50 millions de crédit, qui veut 50 millions de crédit, s'il a une garantie de 40 millions, on ne va pas refuser de le financer parce qu'il ne couvre pas les 50 millions. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il peut aussi se faire accompagner par des parents qui ont des garanties à mettre à leur disposition. Et il y a également le nantissement du matériel qu'on peut prendre ou bien le gage de véhicules. Voilà. Donc, où on les oriente même vers des structures de garantie financière, voilà, comme la Sofigib qui a des garanties financières et lorsqu'elle juge bon d'accompagner un projet, elle peut accorder sa caution financière à cette structure. On a des modèles économiques qui sont souvent très différents. Quand on parle de garantie, ça dépend des secteurs d'activité. Il y en a par exemple qui, quand ils sont en association de production et tout, les banques ont inventé ce qu'on appelle le warrantage, c'est-à-dire que les productions, on les évalue, ils peuvent les transformer en garantie. Ça, c'est des choses qui sont possibles, mais c'est pas des modèles. Oui, on peut appeler ça le nantissement de stock. Tout ça, oui, nous, c'est ce que j'appelle tout ça le nantissement en fait. D'accord. On peut avoir le nantissement du matériel, le nantissement de stock. Voilà, c'est des garanties qui peuvent faciliter également. Parce que si vous avez du stock et du matériel, ça peut vous permettre également d'avoir accès au crédit par rapport à quelqu'un qui n'a totalement rien. Voilà. Et la FPME accompagne aujourd'hui combien de projets en haut? Voilà, aujourd'hui, on a un portefeuille, on a financé de 2012 à 2022 1275 projets que nous avons financés pour un montant de 13 milliards de francs CFA. On est beaucoup dans le secteur primaire et secondaire. Oui, le secteur, puisque ces derniers temps, nous avons mis l'accent sur le secteur secondaire. Et il faut dire aussi qu'avec Free Covid, voilà, avec en tout cas la crise de Covid que nous avons connue, l'État avait mis en place un fonds qu'on appelle Free Covid. Et à ce niveau, on avait beaucoup financé également le secteur du commerce. Voilà, parce qu'en ce moment, on n'était plus limité. Sinon, généralement, le commerce ne fait pas partie
des secteurs financés par l'agence, le commerce général, achat-vente, achat-revente. D'accord. Voilà. David? D'accord, c'est la situation actuelle aussi qui est une réalité difficile pour le secteur économique. Justement, vous, dans votre posture, qu'est-ce que vous faites pour ces PME-là actuellement, en ce moment, dans cette situation difficile? Oui, nous sommes tous conscients de la situation et nous savons que c'est pas facile actuellement pour les PME. Mais comme on l'a dit, on essaie pour les PME qui ont des difficultés, voilà, et il y a la restructuration que nous avons mis en place, le rééchelonnement, et pour certains cas, on peut injecter encore d'autres fonds si on pense qu'il y a des chances de remonter, voilà, de se relever. Il peut y avoir, en tout cas, on peut injecter des fonds pour accompagner ces entreprises. Et on offre également des tribunes de visibilité, voilà, à des PME, et pour se faire connaître, et également des promotions. Avant, on limitait ça à nos entreprises que nous avons financées, mais aujourd'hui, on essaie d'ouvrir à toute PME, et étant donné que nous sommes une agence de l'État, donc on est ouvert à toutes les PME, et on essaie, en tout cas dans la limite de nos moyens, de pouvoir les accompagner et vers des activités de promotion à mieux se faire connaître sur le marché. Justement, dans ces cas de situation avec les difficultés des entreprises, on parle parfois de différer. Vous êtes dans quel intervalle, c'est-à-dire pour la restitution? Oui, même pour les crédits, on essaie de regarder en fait l'activité que vous menez, le type d'activité. Si l'activité nécessite un différé plus long, on peut vous accorder. Donc, la durée de différé peut aller jusqu'à 1 année, 12 mois, voilà, selon le domaine d'activité dans lequel vous intervenez. Voilà. Une dernière question, David. Peut-être c'est revenir sur l'actualité, revenir un peu sur ce projet. On a vu que vous avez remis des kits à des incubés à Waiguya. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur cette remise? Dans quel contexte ça s'inscrit? Ok. Et effectivement, dans les produits de l'agence, il y a la formulation et l'exécution de projets, voilà, que l'agence fait. Donc, on a été amené à mettre en œuvre plusieurs projets de partenaires. Et dans ce cadre que le PNUD nous a confié, en fait, le volet subvention, voilà, de leur projet Colibri. Colibri est mis en œuvre par le ministère en charge de la jeunesse, mais le PNUD nous a confié le volet acquisition et subvention d'équipements et octroi de fonds de roulement à 125 incubés, voilà, et dans 3 régions, notamment la région de l'Est et du Nord et de la Boucle du Moun. Et quand on dit incubé, ils avaient des projets, ils ont été suivis, ils ont été formés. En quoi cela a consisté de façon plus concrète? Voilà, en fait, ces entreprises ont été incubées effectivement. C'était des jeunes projets, des projets de jeunes et de femmes, voilà, et qui ont été incubés. Voilà, donc ils étaient au nombre de 125. Et le PNUD a trouvé nécessaire en fait de pouvoir leur donner un kit d'installation pour qu'après l'incubation, au lieu d'être là en train de tourner les pouces, qu'ils puissent être vraiment actifs déjà, voilà, sur leur projet. Donc c'est dans ce cadre que ce matériel a été acquis et puis un fonds de roulement effectivement va leur être octroyé effectivement à travers leur compte. Voilà. D'accord. Merci bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur l'agence de financement et on espère peut-être la revoir ici sur un autre projet. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir, Madame Reine Valmédé. Je rappelle que vous êtes directrice de l'appui conseil et du renforcement des capacités des entreprises à l'AFP PME. En tout cas, merci bien d'être passé. Merci bien à vous. Voilà, merci. Merci aussi à vous. Merci, monsieur Va, et donc, merci aux téléspectateurs. Voilà. On referme aussi en même temps la page économie. On va passer à la partie société.
page assez triste. On le rappelait en titre. Jeudi dernier, des heurts sont intervenus à Bobo-Dioulasso entre militaires et civils. Sur la question, une enquête a été ouverte. Il y a eu un mort. Celui-ci a été inhumé aujourd'hui même. Et notre reporter y était. Et donc, nous partageons ces images. C'est une foule immense qui a accompagné Moumouni Tendoré à sa dernière demeure. Le cortège a fait le trajet de la morgue de l'hôpital Sorosan au cimetière de Balakelé-Daga, accompagné d'une foule à pied, pancartes et photos du défunt en main. La foule réclame justice pour ce drame. Chérif Traoré. Franchement, nous avons le cœur meurtri. C'est pour montrer que franchement, nous ne sommes pas contents. Le Burkina ne mérite pas ça aujourd'hui. L'ère est à la cohésion sociale. Avant, il n'y avait pas de confiance entre les militaires et la population. Aujourd'hui, Inch'Allah, il y a cette confiance entre nos autorités, les corps habillés et nous. Il ne faut pas qu'il y ait des gens, des soi-disant corps habillés comme ça qui sèment la pagaille. Ils viennent mélanger le tout. Moi, je me demande même si ce n'est pas un sabotage du pouvoir. Ce n'est pas intéressant. On ne peut pas se rendre justice soi-même. Il y a une justice qui est là. On interpelle tout le monde. Ça fait la 3e fois comme ça dans ce même quartier. Que ça soit la dernière fois. Le monde qu'ils ont vu, ça, ce n'est rien. Que ça soit la dernière fois. Que ça ne se répète plus. Pour le représentant des jeunes de Diaradougou, il lance un appel au calme et à la retenue. Il demande également à la justice de faire toute la lumière sur ce drame. Amadou Koulibaly. Le message, on appelle au calme, parce que la violence n'amène nulle part. Comme on le dit, la violence entraîne la violence. Mais ce qu'on a passé comme message, ce n'est pas la première fois que ces actes barbares se passent dans le quartier. Pour ne pas dire dans le pays. Récemment, à Diapoura, c'était le même problème. Vous avez dit que votre élément a été agressé au niveau de la gare Staff. Mais le petit a été agressé à plus de 200 mètres de la gare Staff. Si la gare pose problème, on décarpille la gare. Ou bien que les autorités ouvrent les yeux et que les lumières soient faites. Et on prie pour le repos de l'âme du disparu, que son âme repose en paix, qu'Allah apaise nos cœurs. C'est dans la nuit du 15 au 16 juin dernier, dans le quartier Diaradougou de Bobo-Dioulasso, qu'un groupe de militaires a fait une descente et exercé des actes de violence sur des populations civiles. Des violences qui malheureusement ont entraîné la mort de l'élève Moumouni Tendaoré, âgé de 21 ans et qui devait passer l'examen du baccalauréat ce 19 juin. Retour sur ce plateau et nous allons terminer avec la dernière rubrique de CJDS, Journal Dimanche Soir, et c'est la rubrique sport. Et pour cette partie sport, je vais recevoir Claude Romba avec qui on va décrypter la rencontre de ce soir même. Et il y a eu donc les Étalons qui ont eu à croiser les crampons avec le Cap-Vert. Une grosse surprise puisque le score final sera lui de 3-1. Et donc, on va dire le Cap-Vert qui parvient à se qualifier. On a une première mi-temps qui est d'abord très difficile, hein, on dira comme ça pour les Étalons, mais qui parviendront petit à petit à reprendre le dessus et il faudra attendre pratiquement à la fin de la première minute pour voir donc les Étalons du Burkina revenir au score et cela donc pour le bonheur des supporters que nous sommes, pensant que ça allait être un tournant positif. On voit donc ce but qui se fait dans cette surface de réparation. Après, on dira sur centre et beaucoup de pugnacité et de réalisme, notamment pour celui qui nous donnera donc ce bonheur-là. Mais après, la seconde mi-temps, on le verra, se fera au petit pas et petit à petit, les Étalons auront donc à laisser du terrain et ça sera sans compter avec le Cap-Vert qui n'hésitera pas à chaque occasion d'enfoncer le clou et en définitive, on finit avec un 3-1, beaucoup de surprises. Après, ils gèrent ce match-là bien jusqu'à la fin. Ils se permettent même d'enfoncer le clou vers la fin. Un troisième but qui fait très mal. Claude Romba qui nous rejoint. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir. Je pense qu'aujourd'hui la déception
en tout cas au niveau de tous les Burkinabés. Je pense qu'aujourd'hui, le Burkina a montré que c'est vrai, on est qualifié. C'est vrai que c'était pas un match pour la qualif, mais en même temps aussi, il faut montrer que ce match comptait également aussi pour le prestige. Il faut montrer qu'aujourd'hui, dans les éliminatoires, donc ou en tout cas dans ce genre de match, aujourd'hui, il faut compter que le classement ou le prestige de l'équipe compte. Et qu'aujourd'hui, le Burkina n'a pas été capable. Parce que là, quand on regarde au décompte final, nous sommes à égalité avec le Cap-Vert. Je pense qu'ils ont 10 points, comme le Burkina Faso. Et après, pour le tirage au sort, c'est des choses qui vont compter. Donc, je pense que c'est une défaite qui fait très mal. Mais en même temps aussi, c'est une défaite que moi, j'attribue personnellement à l'entraîneur Hubert Velud, qui, depuis le début, c'est des mauvais choix. Au-delà du mauvais choix, on n'a pas senti, quand vous avez vu le système de jeu qui a été proposé au thème du contenu et tout, on a compris que c'est un entraîneur qui n'avait pas la maîtrise de son groupe. Voilà, on a vu avant donc le début de son regroupement, on a vu en tout cas toute cette polémique qui est intervenue par rapport donc non seulement au calendrier donc de ce regroupement là, avec le choix je dirais où les étalons allaient s'entraîner, où ça allait pas se passer et tout ça. On a vu en tout cas les joueurs qui se sont plaints et tout. Donc on se rend compte que Hubert Velud n'a pas la même mise sur cette équipe-là. C'est une question de discipline. Et il n'a pas la même mise à partir du moment où les signes avant-coureurs sont venus du match, la double confrontation contre le Togo, où on avait déjà tiré sur la sonnette d'alarme, mais personne n'avait écouté. On disait que écoute, on est qualifié. Le contenu importe peu, mais là, on voit que le Burkina Faso est en train de se déchirer. Le Burkina Faso est en train de dégringoler. Depuis, quand vous regardez un peu, on avait dit, Hubert Velud a hérité d'un groupe qui est venu de la CAN. Et c'était Kamou Malo. Quand Hubert Velud prenait les étalons, il n'a même pas eu une bonne séance d'entraînement avec les étalons. Quand les étalons avaient donc les 2 premières journées et ils se sont imposés. Donc, on voyait que c'était la patte Kamou Malo qui était là. Et lui-même, l'entraîneur avait reconnu qu'il n'avait pas encore sa patte sur l'équipe. Et que sa patte allait venir à partir donc de ce match contre le Togo. Mais quand on regarde... le Togo, on a vu cette double confrontation, les gens ont tiré sur la sonnette d'alarme, on a dit non, le Burkina Faso est le premier pays à se qualifier, ou en tout cas bien longtemps que le Burkina Faso ne s'est pas qualifié avant donc les éliminatoires. Mais quand vous regardez de plus près, au moment où Hubert Velud est venu, où véritablement il a commencé à s'entraîner avec cette équipe-là, et les résultats qui se sont suivis, on est en train de dégringoler. Et c'est là où les gens, où on tire sur la sonnette d'alarme pour dire, effectivement on est qualifié, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Parce que quand on regarde dans le contenu, et au-delà du tout, quand on regarde le potentiel du Burkina Faso, on est quand même surpris. Aujourd'hui, où est-ce qu'on a pêché? Quand on regarde les différents couloirs, où est-ce qu'on a pêché? En défense, par exemple, et même en attaque. C'est vrai que les gens ont dit que cette occasion ratée par Aziz, Clément peut rater une occasion. Ce n'est pas l'occasion qui est ratée qui pose problème par un individu. C'est la capacité à répéter, évidemment, ces actions-là qui font de vous quelqu'un qui permet donc de mettre les gens dans les conditions optimales pour marquer. Et on voit ce premier but qu'on encaisse. Une erreur défensive, ça peut arriver à tout le monde. On peut être un grand défenseur ou on peut être un grand joueur. Une erreur peut arriver. C'est un dégagement dans l'axe. Un dégagement dans l'axe qui est totalement interdit. Et il y a aussi on va dire le défenseur le plus proche qui est un peu attentiste. Tout à fait. Non, mais au-delà de tout, c'est en tout cas, je dirais un peu, pour moi, c'est dans la réaction des joueurs, dans la capacité de réaction des joueurs, qu'on n'a pas vu cette équipe du Burkina Faso qui était capable, évidemment, de montrer que c'est une équipe qui est quand même leader de ce groupe-là et qui pouvait véritablement donc donner du fil à retordre à cette équipe donc de Cap-Vert. On a vu cette réaction donc je dirais c'est quoi, juste à la fin de la première mi-temps? Non, le but égalisateur qui est venu donc de Issoufou Dayo, qui s'est repris de son erreur. Et donc, à partir de ce moment, en seconde reprise, ça veut dire que le but venait en point nommé, c'est-à-dire que juste avant la mi-temps.
Donc ça veut dire que la seconde période... C'est le timing parfait. Voilà, c'est le timing parfait pour montrer que le Burkina Faso est non seulement leader de ce groupe-là, mais était capable de pouvoir donc donner de la réaction à cette équipe-là. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, nous sommes à 6 mois donc, de l'échéance de la Côte d'Ivoire et j'ai peur. Et je l'avais dit tantôt, Hubert Velud, pour moi, personnellement, n'avait pas la carrure de cette équipe du Burkina Faso. Parce que quand vous regardez une équipe, aujourd'hui, les équipes sont cotées, les entraîneurs sont cotés. Et à partir du moment où on regarde la quote-part des équipes et on regarde les entraîneurs qui sont capables de prendre une équipe, je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez en Europe que on court derrière les entraîneurs ou en tout cas on met des cotes, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait que quand le Burkina Faso atteint un niveau où il faut aussi un autre niveau d'entraîneur. Nous avons fait le choix de l'entraîneur au niveau national, c'est-à-dire un Burkinabé. Quand on fait le choix de l'expertise nationale, en ce moment, on peut se donner des marges de manœuvre. Mais quand on fait le choix de l'expertise internationale, là, on a mis le prix. Donc, on peut se permettre comment dirais-je, il y a certaines erreurs qu'on ne peut pas se permettre. Maintenant, si vous faites le choix de l'expertise nationale, on comprend que l'expertise nationale n'a peut-être pas atteint le niveau et qu'on peut peut-être lui pardonner un certain nombre de choses et qu'il n'est pas payé conséquemment par rapport donc à l'expertise internationale. Mais quand vous faites le choix délibéré d'aller chercher une expertise internationale qui coûte cher par rapport à une expertise nationale, en ce moment, vous mettez une autre exigence qui est l'exigence de qualité par rapport au prix que vous mettez et par rapport donc à l'envergure de votre équipe. Et c'est ce qui n'est pas fait. Et je pense qu'il faut dénoncer ça au plus haut niveau. Claude, quand je regarde ce match-là, on a des Cap-Verdiens qui nous ont gérés. C'est ce qui fait mal. C'est dit que le Cap-Vert nous a gérés tout au long du match. On leur a couru après. Ils ont mis le premier but, on est revenu. Et la seconde mi-temps, ils ont continué. Vous regardez le troisième but, c'est un centre, c'est un dégagement du gardien. Et regardez comment, dans notre défense, il y a des errements. Il y a un seul qui monte au ballon, ils sont deux en train de progresser vers le ballon. Il y en a un qui est à côté de celui qui tente de téter, mais il ne vient pas vraiment aider son coéquipier. Vous m'avez dit, voilà, c'est ce que il ne vient pas aider son coéquipier. Vous dites que vous n'êtes pas, vous me dites, vous, Geoffroy Avard, que tout le temps vous dites que je ne suis pas un puriste du sport. Je ne connais pas le football, mais vous remarquez ça. Vous qui n'êtes même pas un puriste et que les autres regardent ça, ça veut dire quoi? Ça, on a deux. Vous regardez, c'est le coaching. Regardez. C'est le coaching. Regardez. Les autres ne viennent pas aider. Quel a été évidemment ce discours de l'entraîneur par rapport donc à emmener la solidarité au sein du groupe? Quel a été le vécu de ce groupe-là pendant toute cette semaine de préparation? Voilà, c'est tout un ensemble de questionnements qu'on se pose. Est-ce que l'entraîneur aujourd'hui est à la hauteur du niveau des étalons? D'accord. Parce qu'au-delà de tout, comme vous l'avez dit, la discipline fait partie des exigences d'un coach. Peut-être que donc au niveau des karatékas, on reviendra là-dessus. Mais c'est des choses assez importantes. Parce que eux, je ne pense pas qu'eux, ils bénéficient de tout cet accompagnement-là qui est là. Parce qu'aujourd'hui, aller chercher l'expertise internationale et l'expertise expatriée, ça prouve qu'au niveau national, on n'a pas donc cette capacité-là. Alors que on a vu ce que Kamou Malo a donné. Et comme on l'a dit, Kamou Malo aujourd'hui, parce que quand vous partez, lui, et peut-être qu'après il parlera, quand vous êtes sportif, quand vous partez, un groupe, ça ne se détruit pas du jour au lendemain. Il y a quand même des automatismes qui sont nés. Et donc, il y a un temps pour ça. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, le groupe Velud, c'est le groupe en décomposition de Kamou Malo. Et ça pose problème. Au lieu que ça parte en crescendo de façon renforcée et de façon chose, on est en train de voir un groupe qui est en train de partir en déliquescence. Et c'est ça qui pose problème. Et je pense, à mon avis, qu'il est urgent de prendre des mesures. Il est urgent parce qu'on ne peut pas payer un entraîneur aujourd'hui expatrié et de l'attente du Burkina Faso qui a été 4e non seulement à la dernière CAN, mais également aussi qu'il y a des joueurs qui sont donc d'un niveau assez acceptable pour qu'on puisse avoir ces résultats-là. Donc pour moi, aujourd'hui, l'engagement de l'entraîneur, ou en tout cas la responsabilité de l'entraîneur est engagée dans cette contre-performance donc, des étalons. Donc il va falloir prendre la pleine mesure de cette situation-là et pouvoir régler ça au plus vite. Parce que la CAN, si vous êtes arrivé 4e
à une Coupe d'Afrique des Nations et qu'on vous a débarqué pour insuffisance de résultats, je dis bien, insuffisance de résultats, ce qui veut dire que la CAN qui arrive, le minimum qu'on peut vous demander, c'est au moins la finale. Donc, alors que ce que cette équipe est en train de nous démontrer là, on n'est pas sûr qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Voilà ce que je peux dire. Et on a vu aussi, je dis, ce soir, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles quand on regarde un peu. On a vu notre champion se tenir le pied et puis après sortir sur blessure. Ça fait beaucoup d'inquiétudes. Traoré, quand on regarde, on sait que bon, c'est la période aussi où forcément on n'est pas si, en tout cas on n'est pas à l'abri de ce genre de choc là. C'est fin de saison, on revient, et c'est vraiment pas facile. Il faut craindre. Vous avez eu des petites infos. C'est vrai que vous parlez très souvent, vous les sportifs. Non, mais j'ai pas d'autres informations que ça par rapport donc à la blessure de Bertrand Traoré. Mais je pense que bon, il n'y a plus de peur que de balles. J'espère en tout cas qu'il n'y a plus de peur que de mal. De toute façon, Bertrand Traoré, vous le savez, il est même parti à la CAN blessé. Mais il n'a jamais eu la reconnaissance que le Burkina Faso devait lui donner par rapport donc à cela. Donc à partir de ce moment, bon, on va attendre. D'accord. On a dit qu'on allait parler, c'est vrai, foot. On allait parler foot, c'est vrai, et on allait parler aussi karaté parce qu'on avait eu droit à la nuit du karaté. Moi, j'avais une première réaction déjà pour notre invité. On a vu le match tout à l'heure. C'est vrai que c'est peut-être pas votre domaine de prédilection. Claude Romba disait rigueur. Vous avez gagné le match d'abord? Non, pas du tout. C'est pas le foot, c'est pas votre. Non, mais je pense que pas c'est la compétition. Peut-être, voilà. Nous sortons d'une compétition dont on était dans la désorganisation. Donc, la désorganisation, mais tout à l'heure, Claude disait, comment disait, rigueur. Chez vous, c'est le karaté. Oui, comme il a dit, dans le sport, c'est la discipline, la rigueur. Et chez nous, permettez-moi de rectifier un peu, c'est pas le karaté. C'est le karaté. Je suis là dans le cadre des arts martiaux. Dans les arts martiaux, tout à fait. Parce que moi, ma discipline, c'est le Vovinam Vies Vodao. Vodao, tout à fait. Voilà, donc nous sortons d'une organisation des arts martiaux. Et pour emboîter son pas, c'est dire que si on veut réussir dans la pratique du sport, il faut des acteurs disciplinés. D'accord. Il faut de la rigueur. Et il faut travailler dans la transparence et puis savoir choisir les hommes qu'il faut. Ici, comme il a dit, nous avons opté l'expertise internationale et à l'expertise locale. Donc, il n'est pas question aujourd'hui qu'on doute un temps soit peu sur les performances, sur les qualités de l'entraîneur des étalons. D'accord. Président, vous l'avez dit, vous êtes venu donc dans le cadre d'une coalition. Nous on aime ça parce qu'il y a longtemps qu'on a vu donc le monde du karaté se réunir comme ça. Vous êtes du Vovinam Vies Vodao, mais on a vu la nuit du karaté. Qu'est-ce qui a sous-tendu donc à l'organisation de cette nuit du karaté qui a regroupé, je crois, 6 disciplines, alors qu'il y a plusieurs disciplines aussi qui font le karaté? Oui, d'abord je vais situer le contexte. Tout à fait. C'est-à-dire l'activité, c'est la nuit des arts martiaux. Tout à fait. Voilà, une nuit des arts martiaux qui a regroupé plusieurs disciplines qui sont pratiquées au Burkina Faso, dont le karaté-do, le taekwondo, le judo, le kung fu, le Vo-Vietnam et le Vovinam Vies Vodao. Cette nuit des arts martiaux est née de la volonté des présidents de ces 6 fédérations qui, à un moment donné, se sont dit qu'il fallait fédérer les actions. Il fallait créer un cadre d'expression de toutes ces disciplines pour permettre non seulement aux pratiquants de se faire connaître, d'exprimer et de montrer aux Burkinabés ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'on leur apprend dans les salles, et permettre également aux Burkinabés de savoir que au Burkina, il y a des sportifs, il y a des talents un peu partout dans la pratique de ces arts martiaux-là.
Mais c'est vrai que quand on parle de ces arts-là, ces arts martiaux, on se dit, bon, ça c'est de l'importer. Maintenant, quand on a peut-être tout à l'heure, Claude Lomba se plaignait des expertises nationales qui sont peut-être pas valorisées, on dirait comme ça, mais souvent on se dit, bon, est-ce qu'il a voyagé, il est allé là-bas? Est-ce que c'est ça qui fait le bon maître, ou c'est ça qui fait le bon formateur? Non, et je crois que là, il y a la volonté et il y a la capacité d'intérioriser ce qu'on apprend. Ici, dans les arts martiaux, au niveau de quelle que soit la discipline, je crois qu'actuellement, nous avons des maîtres. Et des gens qui ont atteint un certain niveau, et on n'a plus besoin d'expertise internationale extérieure. Et au niveau du Burkina Faso, on a des grands maîtres qui sont capables de former les pratiquants burkinabés. Et pour preuve, dans toutes les disciplines pratiquées ici, vous suivez souvent, on revient avec des médailles au niveau international. Donc c'est dire qu'avec l'expertise nationale, on peut également produire des résultats exceptionnels. D'accord. Moi, je pense qu'on verra aussi les images parce que ça, on devrait les avoir. Oui, on a vu donc cette nuit du karaté, des arts martiaux. Moi, j'appelle ça de nuit du karaté ou des arts martiaux parce que c'est vrai qu'il y avait le judo et on a été vraiment impressionnés. Hein. Parce que quand vous vous mettez ensemble, on voit que c'est assez extraordinaire. On a vu toutes ces, comme vous l'avez dit, toutes ces fédérations-là, la main dans la main, qui ont pu produire, chacun avec son temps, pour non seulement des démonstrations, mais également aussi, au-delà des katas, on a vu aussi des self-défense. Voilà, des self-défense. On était émerveillés. On a vu que ce soit des enfants. À quel moment on pratique l'art martial? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge pour pratiquer un art martial. Dès l'enfance, on peut pratiquer l'art martial. Et qu'on soit adulte et même vieux, on peut toujours pratiquer un art donc martial. Moi aujourd'hui, si je décide donc de venir au Vévinam, oui, nous on vous reçoit et on a des cours adaptés à tous les âges. Mais normalement, je veux dire, il y a un âge minimum pour commencer. Oui, dès l'âge de 5 ans. C'est-à-dire à partir du moment où l'enfant peut se détacher de ses parents et aller à la maternelle, et il peut déjà commencer à recevoir les premiers enseignements de l'art martial, c'est-à-dire des techniques à son niveau et selon sa composition, sa formation physique, et qui va lui permettre de grandir normalement. Et c'est en fonction de l'âge également que les techniques évoluent pour ne pas briser ou stopper la croissance physique de l'enfant. Mais justement, est-ce que, parce que là on entend parler de formation, il y a les aspects, on voit ceux qui s'y intéressent parce que bon, ils veulent pratiquer du sport, mais il y a ceux qui sont des compétiteurs, qui sont dans des disciplines bien précises, qui sont vraiment des compétiteurs. Pour être compétiteur ou pour aller vers un art martial donné, est-ce qu'il y a une prédisposition physique qui vous envoie, et quand on vous dit, bon, vous êtes prédisposé par exemple à tel art, ou bien vous, quand on regarde votre morphologie, je pense que vous, ça pourrait aller un peu mieux avec vous. Il y a des prédispositions physiques qui vont avec des arts précisément, ou bien c'est... A priori, je dirais non. Parce que ici, comme on l'a dit, on a 6 disciplines martiales. D'accord. Et quelle que soit votre physionomie, vous faites le choix de l'art martial que vous voulez, qu'on soit de sexe masculin ou féminin, qu'on soit grand de taille ou court de taille, et qu'on soit corpulent. Et je crois qu'on peut dompter son physique. Et c'est là également l'un des objectifs de la pratique de l'art martial, c'est arriver à se dominer. C'est cultiver le mental là, pour dire que quelle que soit ma forme, je peux toujours pratiquer l'art martial. Et vous avez remarqué, un peu partout, il y a des handicapés qui pratiquent également les arts martiaux. Donc c'est dire que quel que soit votre état physique, vous pouvez pratiquer un art martial. D'accord. Moi j'ai quand même cette question-là. Au Burkina, je parle de ce que j'observe de façon, je dirais, de façon détachée des arts martiaux. On voit beaucoup de... Souvent, ça va pas, c'est des conflits et tout au niveau des arts martiaux, même s'il y a des valeurs que cela véhicule.
et que vous réussissez, malgré tout, à vous entendre pour organiser la nuit des arts martiaux. Comment ça s'est passé? Voilà, moi je parce que vous avez des disciplines différentes. C'est vrai que je ne vais pas citer de nom, mais on sent que souvent entre eux-mêmes c'est bizarre. Moi quand on m'a dit il y a la nuit des arts martiaux, je me dis mais cette nuit-là date depuis longtemps. Il y a eu longtemps qu'on n'a pas vu ça. Comment ça s'est préparé? Oui, mais je dirais que dans toute société, il y a des brebis galeuses. Ce n'est pas l'homogénéité qui construit une société. Voilà, c'est la diversité. Et il faut arriver à fédérer tous ces gens-là. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, il y a des gens qui se détachent du groupe et qui veulent toujours garder le leadership, qui veulent peut-être se dire plus important ou indispensable. Mais je crois que, comme l'histoire même de notre pays l'a enseigné, nul n'est indispensable dans la société. C'est-à-dire que là, nous savons pertinemment que au niveau des différentes disciplines, il y a des soucis souvent. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on essaie de travailler ensemble et qu'on essaie de former ensemble une force, une base solide pour convaincre tout ce beau monde-là que nous sommes dans un état de droit. Et les fédérations, c'est des structures reconnues par le ministère en charge des sports. Et tous ceux qui veulent pratiquer un art martial doivent s'allier dans la légalité, doivent être à mesure de respecter ce que la fédération décide comme programme au Burkina Faso. Et c'est ça souvent qui pose problème. Ça va être difficile de convaincre les uns et les autres. Le comité d'organisation a été mis comment? Vous êtes donc du Vovinam, vous êtes Vodao? Oui. Du Vovinam, c'est ça? D'autres sont du karaté-do. Il y en a qui sont donc du judo. Vous avez fait comment? Oui, comme je l'ai dit, ça a été une volonté manifeste des 6 présidents. Parce qu'il y a des occasions de rencontres. D'accord. Okay. Là, nous nous sommes retrouvés, on a échangé et on s'est dit, vous vous souvenez, il y a très longtemps, dans les années 2001 et 2002, il y a eu une nuit des arts martiaux organisée par l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur français. Portiche. Maurice Portiche. Ça a porté ses fruits, mais depuis là, après son départ, il n'y a plus eu de nuit d'arts martiaux. Et c'est pourquoi nous avons décidé de relancer cela à notre propre initiative avec le soutien du ministère en charge des sports et bien sûr d'autres partenaires tels que le Comité national olympique et des sports. Burkinabé, Sénosbé. Et comme tous les présidents ont adhéré, je crois que chacun à son niveau a motivé son bureau fédéral qui vraiment de façon volontaire et exceptionnelle s'est engagé auprès de ces présidents-là pour former ensemble un comité d'organisation. Et je vous dis, ce comité d'organisation a été formé avec l'appui du ministère des Sports. Il y a eu des membres, des agents du ministère qui ont intégré le comité d'organisation et bien sûr d'autres structures. Ça a été une organisation nationale et ça a permis à tous les acteurs de se retrouver et de parler le même langage. Et je crois que les jours à venir, vous aurez encore d'autres échos. Donc on va peut-être arriver à une coalition des arts martiaux ou en tout cas à quoi, comment on appelle ça, une confédération ou une alliance. Une alliance tout à fait. Il faut une structure à travers laquelle... J'espère que ce n'est pas la dernière nuit, vous allez continuer comme ça. Non, pas du tout. On a dit la première édition. Ok. Et qui du premier pense à deuxième. Justement, c'est quoi le bilan que vous en faites? Parce que je me dis derrière aussi, vous le disiez tout à l'heure à demi-mot, c'est mieux faire connaître aussi les différentes disciplines qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu un genre de retour positif quand vous regardez? Oui, d'abord il faut se dire que nous avons placé cette nuit sous le thème arts martiaux et lutte contre l'insécurité. Parce que à travers ces rencontres, nous avons fait passer un message de citoyenneté et nous avons rappelé aux athlètes ce qu'on leur enseigne dans les salles de classe pour dire que le pratiquant, c'est un citoyen utile à sa nation. Le citoyen doit imprimer les valeurs cardinales, les bonnes valeurs de l'homme dans la société. Et c'est ce message-là que nous avons voulu faire passer à travers cette rencontre. Et nous avons donc senti un public
enthousiasmé, un public qui a aimé. Malgré la pluie. Oui, malgré la pluie, le public est resté en salle et malgré les coupures, le public est resté suivre vraiment ce que les enfants, ce que les jeunes ont produit comme prestations. Et c'est à travers également cette rencontre que nous avons voulu montrer aux Burkinabés qu'il y a des jeunes capables de défendre la patrie, qu'il y a des jeunes qui peuvent répondre à l'appel de la nation. Pour la nation. Et c'est ça le message. C'est pourquoi je disais que les semaines, les jours à venir, peut-être que vous aurez d'autres informations dans ce sens. En tout cas, des initiatives sont en train d'être prises pour voir dans quelle mesure les arts martiaux peuvent apporter leur contribution dans la lutte contre l'insécurité. Tout à fait. D'accord. On a dit, Geoffroy en a parlé, moi aussi j'en ai parlé. On parle donc du football. Quand vous regardez avec le regard que vous portez, parce que normalement vous êtes une fédération légalement reconnue au niveau donc du ministère des Sports et des Loisirs, au ministère des Sports de la Jeunesse et de l'Emploi, on a vu en tout cas tout ce qu'il y a eu comme branle-bas autour donc de la question donc des sélectionneurs nationaux, au niveau donc des équipes de football. Est-ce que chez vous, comment c'est régi? On sait que vous avez des compétitions au niveau international, vous avez la Coupe du Monde, vous avez donc les compétitions régionales, vous avez les compétitions continentales. Comment ça se passe? Alors chez nous, il y a que... Le Vovinam. Il y a le bureau de la fédération qui est national. Et le bureau, une fois validé par le ministère en charge des sports, propose un directeur technique national, garant des techniques de l'art martial. Et lui, à son tour, va former ce qu'on appelle une commission technique. Et dans la commission technique, il aura un directeur technique adjoint, il aura un entraîneur national. Et pour toutes les catégories. Pour toutes les catégories. Rappelez-moi, quelle est la catégorie que vous avez, par exemple, dans votre discipline? Nous avons la petite catégorie, c'est-à-dire chez nous, il y a deux tranches. Il y a les pratiquants de moins de 15 ans, c'est-à-dire de 5 à 14 ans, et il y a ceux de plus de 15 ans. Et donc il y a deux grandes catégories. Et nous avons un directeur technique national, un directeur technique national adjoint et un entraîneur national. Et toutes ces personnes-là sont choisies au sein des pratiquants, au sein des maîtres, qui sont des nationaux. Donc vous, il n'y a pas besoin d'aller par une expertise extérieure? Bon, d'abord, les moyens ne nous permettent pas. Parce que... Mais ce qu'on fait le plus souvent, c'est de demander des stages internationaux où nous pouvons faire venir un expert pour appuyer ce que nous faisons au niveau ici. National, tout à fait. Ou encore, on peut envoyer quelques athlètes à l'extérieur pour un stage d'une semaine, d'un mois tout au plus. Et tout ça, c'est lorsque le ministère en charge des sports décide de nous accompagner que cela peut se faire. Vous avez un sélectionneur national? Les deux catégories que vous avez dit? Non, on a un seul sélectionneur. Pour les deux catégories? Puisque nous avons un directeur technique national et son adjoint. Okay. Et à côté, il y a un entraîneur national. Non, je pose la question pour peut-être savoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que chez vous, il n'y a pas de polémique. On ne sait pas qui prend en charge ces sélectionneurs nationaux. Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est la fédération? C'est ce que je veux savoir. En réalité, le ministère avait des projets dans ce sens, mais c'est toujours dans les casiers. Donc ça veut dire que ce sont les fédérations. C'est les fédérations qui prennent en charge leur sélectionneur national. Oui, c'est ça. Bon, ce que je veux savoir. En fait, ce qu'on remarque, c'est que souvent, vous concernant, parce qu'on reçoit souvent aussi des disciplines bien précises ici, mais quand on arrive sur cette question, on a l'impression que, bon, vous et puis le ministère, là, il n'y a pas trop à faire d'argent entre vous. Alors que lorsqu'on parle des autres sports, bon, c'est logique en fait, les accompagnements. Parce que d'abord pour nous... Vous êtes des parents pauvres. Oui, c'est des disciplines à parents pauvres, entre griffes comme on le dit. Mais toujours est-il que le ministère, à sa façon, selon ses moyens, subventionne nos activités par an. Et je voulais dire que chez nous, l'enfant ou le jeune qui vient pour s'inscrire à un art martial, il le vient volontiers parce qu'il tire satisfaction dans ce qu'il va faire. Et ça, c'est déjà
un point positif. Ça le permet d'investir et ça pousse les parents même à investir pour la formation de leurs enfants. Parce que nous, n'oubliez pas que nous formons le physique et le mental. Et c'est pour dire que les parents souhaitent beaucoup voir leurs enfants avoir des formations dans ces salles d'arts martiaux. Et à la longue, lorsque l'enfant va grandir et être apte pour des compétitions internationales, c'est déjà même une fierté pour lui de représenter la nation à l'extérieur. Donc il y a des parents qui, de façon volontaire, décident de financer, même de subventionner le voyage de leur enfant. Mais nous savons que ce n'est pas facile. C'est pourquoi à chaque fois c'est le ministère qui prend en charge ces déplacements-là avec l'appui de certains partenaires qui nous sont fidèles. Quand même un sentiment de frustration de voir par exemple que vous en tant que président de fédération, de voir par exemple que le football a quand même un accompagnement même au niveau des techniciens. Je ne dirais pas que ce soit expert national ou expert international, mais déjà que ces experts-là soient pris en charge par le ministère et que ça donne des lauriers. Est-ce que vous n'êtes pas frustré par rapport à ça? Ou en tout cas, peut-être frustré, c'est le mot un peu fort. Mais vous êtes philosophie. Voilà. Oui, vous n'êtes pas philosophie. Pas contrarié, je ne dirais pas frustré. Vous, comme vous savez que le football, par exemple, c'est le sport roi. Et voilà, et ça n'a rien à voir avec des disciplines mineures telles que les arts martiaux. C'est pourquoi souvent c'est très compréhensif qu'on injecte assez de moyens au football par rapport aux autres disciplines. Mais cela ne voudra pas dire qu'il faut oublier les autres disciplines, parce que autant nous faisons flotter le drapeau du Burkina Faso à l'international, autant le football aussi souvent fait flotter le drapeau. Donc je crois que nous pouvons aussi apporter de la valeur, la bonne image du Burkina Faso à l'extérieur. D'accord. Dernière question. Non, pas dernière question. Je veux revenir sur le Vovinam. Non, parce que là, il est dans un art assez particulier. C'est le président du Vovinam Viet Vodao. Non, c'est ça. Vovinam Viet Vodao, c'est ça. Oui, c'est le président du Vovinam Viet Vodao. Parce qu'ils ont une particularité, c'est les ciseaux. Et voilà, et ils font des acrobaties et tout. Je sais que vous avez tenu une activité tout de suite avec les tout petits. Les tout petits. Oui, c'était notre 3e édition du championnat national enfants, qui a regroupé près de 200 enfants issus de plusieurs provinces. Et ça s'est passé dans la salle des arts martiaux du comité olympique burkinabé. Et pour nous, c'est une priorité, parce que nous avons décidé de mettre l'accent sur la relève. Et c'est également un souci du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Et si nous arrivons à former cette pépinière, nous sommes convaincus que l'art martial va évoluer positivement. Nous aurons des hommes vrais, nous aurons des athlètes capables de défendre l'image du Burkina Faso à l'extérieur. C'est vrai, quand on commence tout petit et quand on commence assez grand, on ne donne pas les mêmes résultats. Voilà, c'est ça. Donc, mais comment je regarde les voltiges que vous faites? Mais ça sera la dernière. Oui, je regarde les voltiges que vous faites. Ça demande quand même une aptitude particulière par rapport aux autres arts martiaux. Ça demande, c'est vrai que les autres arts martiaux, il y a les self-défense et tout, mais là, on voit qu'il y a une particularité, c'est sur les voltiges, c'est prendre le coup et puis bon, le retourner, ça demande une capacité. Oui, c'est également notre spécificité. C'est l'agilité? Oui, la souplesse, la précision, parce qu'il ne faut pas rater. Et il faut suivre le mouvement. Et ça ne se fait pas dans la rue, et ça se fait dans les salles. Et donc c'est en même temps demander aux gens de ne pas essayer, parce qu'il faut être imprégné, il faut être formé, il faut recevoir la formation nécessaire pour pouvoir faire ces voltiges-là. Dernière question. Quelles sont vos activités à venir pour pouvoir... Oui, il y a que dans le mois à venir en juillet, nous allons organiser le championnat national adulte. Ok. Et après, en août, nous devons partir au Vietnam pour participer à un congrès des arts martiaux vietnamiens. Et c'est ce qui va nous conduire vers la fin de l'année avec le conseil de gestion pour faire un peu le bilan de nos activités de la saison.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année, par exemple? Oui, en tout cas, nous sommes en train d'accomplir avec satisfaction notre programme d'activité. Et nous pensons que si tout va bien avec l'aide de Dieu, nous allons exécuter à 100%, si Dieu le veut, notre programme d'activité. Merci bien, Claude Rombal. Merci bien à vous aussi, Philippe Savadogo, président du Vinam Vodao. C'est ça. D'accord, merci d'être passé. C'est aussi la fin de ce JDS, Journal Dimanche Soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Plusieurs sujets, on est passé de politique à la société, à l'économie, et on a terminé par sport. On a été heureux de passer ce temps avec vous. On vous souhaite donc une bonne suite de programmes sur True TV, en espérant vous avoir encore dimanche prochain. Et d'ici là donc, portons-nous bien.